Nous sommes le 4 octobre 1957, les pendules locales du Kazakhstan affichent 22h33 et 48 secondes quand le premier satellite artificiel de l'histoire se place en orbite terrestre. En pleine guerre froide, l'URSS prend alors l'avantage dans ce début de la course à l'espace contre les États-Unis. C'est donc 12 ans plus tard que le monde assiste au plus grand exploit de l'humanité. 1969. Il est 3h56 en France. Près de 500 millions de téléviseurs sont allumés partout dans le monde, quand Neil Armstrong pose son pied gauche pour la première fois sur notre satellite naturel, la Lune. Une fois l'équipage d'Apollo 11 rentré sur Terre, se composant donc de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, ces 3 astronautes ont été placés en quarantaine, car ils auraient pu ramener un virus extraterrestre lunaire. On sait donc aujourd'hui que la Lune n'est pas habitée, donc par des bactéries extraterrestres. Or, il ne faudrait pas qu'elle devienne habitée par des bactéries terriennes. Ainsi, avant même l'exploit de Sputnik 1, le premier satellite artificiel, la Fédération internationale d'astronautique évoque en 1956 les problèmes de contamination de la Lune ou des autres astres, que peuvent potentiellement provoquer des sondes ou des missions habitées. C'est donc la décennie suivante, dans les années 60, que les procédures vont se multiplier pour appliquer des règles de protection planétaire, et c'est la COSPAR qui a défini les 5 catégories pour ne pas contaminer d'autres astres lors de missions spatiales. Ce que vous devez retenir par rapport à ces catégories, c'est que la catégorie 1 ne requiert aucune mesure, et que la catégorie 5 est la plus stricte sur les mesures de protection, puisqu'elle s'applique pour un retour d'échantillons. Donc les mesures sont prises de manière croissante, plus on monte dans le tableau et plus les précautions sont rigoureuses. Par exemple, si on veut poser un rover sur la surface martienne, il faut respecter la catégorie 4 de la COSPAR, ce qui implique une construction du rover dans une salle blanche avec limitation du nombre de micro-organismes selon un seuil donné et une éventuelle stérilisation totale de l'engin. Autre exemple, avec la sonde Juno cette fois-ci, actuellement en orbite autour de Jupiter. Cette sonde a été confrontée à la catégorie 2. Donc pour résumer, tout dépend le but de la mission et le lieu de cette dernière. Si un engin doit se poser sur un astre, la catégorie va être bien plus élevée et les restrictions sanitaires vont être beaucoup plus réglementées qu'un survol d'un astre tel que Saturne ou autre. Aujourd'hui, les technologies ont évolué depuis les années 60, si bien que des milliardaires se lancent dans le projet fou d'accéder à l'orbite et au-delà. Spoiler, ces milliardaires ont pour la plupart réussi déjà leur objectif. On peut citer évidemment Elon Musk, PDG de SpaceX, ou alors Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin, et accessoirement l'homme le plus riche de la planète, en passant par Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, comprenant Virgin Galactic. Ces milliardaires essayent de rendre l'espace accessible pour tous. Elon Musk a annoncé sur Twitter vouloir installer une colonie d'1 million de personnes sur Mars en 2050. Un projet qu'on a débattu avec Osmos Cosmo dans mon podcast Astrocast sur l'épisode de la colonisation martienne, disponible dans la description. Bon, les problèmes que pose une telle colonie sont énormes. En commençant donc par les règles mises en place par la COSPAR. Et oui, actuellement, il n'y a que les agences spatiales qui ont envoyé des engins spatiaux se poser sur des astres autres que la Terre. Toutes les agences doivent donc respecter les diverses catégories sanitaires de la COSPAR. Je pense donc que vous savez où je veux en venir. Comment peut-on savoir que des entreprises privées telles que SpaceX vont respecter dans un futur proche les mesures de protection nécessaires pour ne pas contaminer les divers corps célestes? C'est la question que se sont posées les scientifiques lorsque l'alunisseur Beresheet de la société privée SpaceX s'est écrasé sur la Lune en avril 2019. Le problème de ce crash, me direz-vous? Le problème, c'est que la sonde avait des centaines de tardigrades à son bord. Manque de chance, les tardigrades sont les organismes vivants les plus résistants de la planète et intriguent donc énormément les scientifiques. Ils peuvent résister à des températures extrêmes, variant de moins de 100 degrés à 150 degrés, à des pressions très élevées et donc par conclusion au vide absolu, dont est composé l'espace. Donc ouais, on est quand même sur des petits organismes assez badass. Aujourd'hui, les processus de stérilisation sont beaucoup plus stricts sur Mars car il y a des chances que la vie existe sur cette planète et que des bactéries terriennes peuvent donc se développer dans cet environnement, contrairement à la Lune. Ainsi, comme le dit le site de LCI, il est tout à fait légal de répandre de l'ADN et des organismes vivants sur la Lune. C'est d'ailleurs ce qui a été fait durant les missions Apollo car ils laissaient leurs sacs poubelles sur place contenant leurs excréments. Il est donc obligatoire de se rendre compte qu'à ce jour, des entreprises privées peuvent contaminer sans faire exprès des destinations scientifiques pouvant abriter la vie. En effet,
Comme le dit le site Numérama, la NASA, le gouvernement, le Congrès et l'administration fédérale de l'aviation doivent travailler ensemble afin d'obliger le secteur privé à respecter les règles de protection planétaire de manière systématique et transparente. On espère donc que si une entreprise privée arrive à coloniser la planète rouge, les règles de la protection planétaire seront respectées pour ne pas contaminer le sol martien, et donc potentiellement perdre l'existence d'une trace de vie extraterrestre.